Salut, c'est Del, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage mes 3 recettes de matcha préférées. Oh, ouais. Hein? Oh. Ok, ben finalement, peut-être qu'on fera pas ça parce qu'il y a une pénurie de matcha qui s'annonce. Puis c'est vrai que quand il y a une pénurie, il faut essayer un petit peu de se battre contre notre premier réflexe. Là, il n'y a plus de matcha. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fasse des réserves. Donc, à la place, aujourd'hui, on va parler de 3 alternatives au matcha. Quand on aime le matcha, des fois, c'est difficile de s'en passer. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait prendre à la place. Pour commencer, je vous dis quand même quelques mots sur la production du matcha parce que, je vous dis juste de vous battre contre votre premier réflexe, mais pourquoi il faut faire ça? Donc, le matcha, c'est un thé qui est quand même qui demande beaucoup de travail à produire, donc on pourrait dire labor intensive, je ne sais pas si on peut traduire ça en français, mais donc c'est un thé qui demande au minimum 2 étapes de plus dans la transformation, si ce n'est pas 3. Ça implique aussi beaucoup de matériel de plus. Quand le matcha est produit, particulièrement pour les plus hautes gammes, on va vouloir ombrager l'étayé, c'est-à-dire qu'on va mettre soit des toiles ou de la paille, ce qui va bloquer jusqu'à 80% des rayons du soleil. On va laisser ça environ pendant 3 semaines. Ça va faire en sorte que la feuille va développer plus de chlorophylle, moins de tanin. Elle va être un peu plus tendre aussi, ce qui va faire une meilleure texture quand on va la mettre en poudre. Puis généralement, ça va demander une cueillette manuelle. Donc ça, encore une fois, c'est beaucoup de travail. Une fois que c'est cueilli, après l'ombrage, on va faire la cuisson habituelle. Donc, quand on fait un thé japonais, on fait une cuisson à la vapeur. Mais ensuite de ça, on va utiliser des machines qui vont servir à retirer les nervures sur la feuille. Donc, ça prend une machine pour ça. C'est une espèce de rouleau qui va venir squeezer la feuille, puis retirer la membrane qui est un petit peu plus coriace, donc les nervures qu'on voit sur toutes les feuilles, dont les feuilles de thé. Puis, finalement, après ça, vient le temps de la mise en poudre. Donc, on aurait 2 méthodes différentes qui peuvent être utilisées pour ça. Soit on va avoir des grosses meules en pierre, que vous avez peut-être déjà vu. C'est, je crois, la méthode la plus courante. Du moins, c'est la méthode traditionnelle. Donc, on va avoir des espèces de grosses roches qui vont réduire en poudre. Une poudre qui est à peu près aussi fine que la farine, là. Donc, on ne peut pas juste mettre ça dans le robot culinaire. Là, ça ne sera pas assez fin. Il y a aussi une méthode qui utilise des billes. C'est une espèce de rouleau avec des billes en céramique à l'intérieur qui vont réduire le thé en poudre. Donc, cette méthode-là, elle est un peu plus récente, puis elle produit un peu plus de thé. Donc, si on veut un rendement un peu plus grand, on va plutôt utiliser la méthode avec les billes en porcelaine, en céramique. Donc, c'est comme ça qu'on fait le matcha. Comme vous le voyez, ça prend quand même beaucoup de travail, ce qui fait que pour moi, le matcha, c'est un thé qui doit rester un petit peu spécial. J'adore le matcha, hein? J'ai un fouet à matcha de tatoué sur le bras. C'est un thé que j'aime beaucoup, que ce soit en latte ou en bol de la manière traditionnelle. À chaque fois que je bois du matcha, j'ai l'impression de boire quelque chose de spécial. Puis pour moi, je veux que ça reste spécial, justement. Donc, j'essaie de ne pas en boire à tous les jours. En faisant ça aussi, je pense un peu aux producteurs qui ont mis tellement d'efforts dans ça que ça... Pour moi, ça ne peut pas être mon thé du quotidien. Puisque ça demande 2 à 3 étapes de plus, avec beaucoup plus de machines, je me dis, c'est pas réaliste de demander à ce que les producteurs fassent toujours cet effort-là pour notre thé du quotidien. Bon, évidemment, aucun jugement aux gens qui commencent toute leur journée avec le matcha, mais quand même, c'est un élément à réfléchir quand on consomme le thé. C'est quoi le travail qu'il y a derrière ça? Si je choisissais de boire uniquement du thé cueilli à la main, probablement, de un, que ça me coûterait plus cher, mais aussi qu'il y aurait beaucoup plus d'efforts qui seraient mis en place pour mon thé de tous les jours. Puis, qu'est-ce qui se passe quand il y a un effet de mode, comme ce qu'on voit avec le matcha? Ça fait une énorme pression sur les producteurs. Même que quand je suis allée au Japon en mai dernier avec mon ancien employeur, il y a des producteurs qui mentionnaient qu'ils sont en train de remplacer certaines de leurs machines pour faire de la place pour une plus grosse production de matcha parce que c'est tellement en demande qu'ils vont réduire leur production, par exemple, de sencha pour passer au matcha. À long terme, qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire disparaître certains produits, certaines expertises, puis ça va aussi imposer que les théiers soient graduellement remplacés parce que généralement, on n'utilisera pas les mêmes variétés, les mêmes cultivars pour faire un sencha que pour faire un matcha. Donc, il faut y penser quand on choisit de boire du matcha tous les jours. C'est quoi que ça implique pour la production? C'est pour ça que
personnellement, je recommande d'en faire un thé plus spécial, un thé d'occasion. On peut en boire évidemment très souvent, mais quand ça devient une mode, il faut se mettre à penser, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, par exemple, que ça se mette à se vendre en gigantesque quantité sur Amazon, dans une entreprise qui a les moyens financiers de faire vraiment des énormes commandes qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour les producteurs. Donc, à mon avis, il faut réfléchir à ça, il faut penser aux producteurs quand on choisit notre thé. Alors, ceci étant dit, regardons un peu c'est quoi vos alternatives si vous aimez vraiment le matcha et que vous n'avez pas envie de vous en passer. Qu'est-ce que vous pourriez prendre qui peut remplacer un petit peu plus facilement votre bon bol de matcha latte le matin ou votre bol de matcha traditionnel en poudre? Donc, pour commencer, on va regarder les alternatives de thé en poudre. Le premier qui me vient en tête, c'est évidemment le Hojicha en poudre, qui est de plus en plus populaire. Donc, il y a plusieurs sites qui en vendent maintenant. On pense entre autres à la compagnie Hojichaco, qui est basée en Ontario. Il y a un des propriétaires d'ailleurs d'Hojichaco qui est québécois, si ça vous intéresse. Donc, cette compagnie-là se spécialise dans le Hojicha et a un merveilleux Hojicha en poudre. Personnellement, c'est celui que j'utilise pour mes lattés. Il y a aussi San. Vous connaissez mon amour pour San. Donc, San a non seulement un Hojicha en poudre qui, là, je pense, réduit en poudre lui-même, mais il a également un mélange de Hojicha et de chaga. Le chaga qui est un champignon qui est considéré comme un super aliment. Donc, vous pouvez prendre les deux, les mettre ensemble, puis ça fait un autre bon produit pour les lattés. Évidemment, il existe d'autres produits en poudre. Un thé que j'affectionne beaucoup, c'est le Baliocha, qui est une spécialité coréenne qui est beaucoup moins connue. Donc, si on va par exemple sur le site de Sucha, qui est basé également en Ontario, on voit qu'elle a 2 produits en poudre, dont le Baliocha, qui est vraiment un thé délicieux. C'est un produit un peu plus haut de gamme, mais vraiment avec un profil aromatique très charmant. Ça goûte un peu le chocolat, il y a un petit côté un peu champignon aussi, c'est vraiment bon. Donc, ça fait des excellents lattés. Puis, dans ses autres choix, elle a le Mugwort. J'ai oublié de regarder c'est quoi la traduction de Mugwort en français, là, mais vous pourrez regarder si vous voulez. Puis, donc, ça, c'est une alternative qui est sans caféine. Puis quand j'ai fouillé un petit peu, j'ai également trouvé sur le site de O5, qui est basé en Colombie-Britannique, il y a vraiment beaucoup d'options dans le thé en poudre. On voit qu'ils ont du matcha bleu qui est fait à partir d'une fleur. Donc, il y a encore une fois des options sans caféine, de l'hibiscus. Vous irez voir leur site, il y a beaucoup d'options. Outre le fait que le matcha, c'est un thé en poudre, le fait qu'on peut le boire en latte, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Donc, la deuxième alternative, elle est vraiment facile. Si vous aimez boire des lattés, il y en a toutes sortes de thés qu'on peut boire en latte. On n'est pas obligé d'aller vers le thé en poudre. On peut choisir, par exemple, moi, mon préféré, c'est le Kevin's Breakfast Blend de Camellia sinensis. C'est un thé corsé qui a vraiment beaucoup de corps, qui est très bon en lui-même, mais avec un nuage de lait, moi, je l'apprécie particulièrement. Je trouve que ça accompagne bien le déjeuner, comme on met du lait à l'intérieur, mais ça rajoute des nutriments. Donc ça, c'est mon thé déjeuner. Sinon, on a toutes sortes d'options. Vous avez les chai qui sont bien connus. En général, les thés noirs corsés vont bien fonctionner. Des infusions à base de noix, c'est très bon également. Donc, si vous aimez les lattés, pourquoi pas utiliser l'occasion pour simplement aller voir d'autres options dans les lattés. Finalement, une autre raison d'aimer le matcha, c'est son goût très végétal. Donc, à ce moment-là, on va s'éloigner un peu du côté latte. On va s'éloigner également de la poudre de thé quand on veut une alternative. Si on veut aller rechercher ce goût-là vert très satisfaisant, on peut le trouver dans d'autres spécialités japonaises. Puis là-dessus, justement, je reviens un peu à ce que je disais précédemment quand je parlais du fait que le matcha est en train de remplacer à certains endroits la production, par exemple, de sencha. Il y a d'autres spécialités japonaises, outre le matcha, qui sont ombragées. On parle entre autres du kabusecha. Kabuse, ça veut dire ombre, donc kabusecha, c'est un thé d'ombre. Le gyokuro, qui est la rosée précieuse, donc si on traduit le nom gyokuro, c'est ce que ça veut dire. C'est un thé qui est ombragé jusqu'à 98% pendant 2 à 3 semaines. Quand on parle du kabusecha, c'est ombragé un peu moins longtemps. On va parler d'à peu près 1 à 2 semaines. Puis l'ombrage ne se rendra pas jusqu'à 98% généralement. Donc, ces 2 options-là, ça va être 2 thés qui vont avoir un caractère végétal très avancé. Dans le cas des sencha, qui sont les thés plus courants qu'on retrouve dans les thés japonais,
On pourrait aussi opter pour un style Fukamushi, qui est un long étuvage, donc une longue cuisson à la vapeur. Ce que ça fait, une longue cuisson à la vapeur, c'est que ça vient un peu briser la feuille. La feuille va passer un petit peu au travers du fil, va venir épaissir l'infusion. Puis généralement, ça donne un breuvage qui est très, très vert, qui est très concentré. Donc, encore là, on va avoir ce côté-là végétal qui est très satisfaisant. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce moment-là de pénurie pour tout simplement découvrir d'autres spécialités japonaises, puis montrer en fait aux producteurs qu'il y a d'autres produits qui nous intéressent, que la culture japonaise ne se limite pas au matcha, qui est bien connu, qui est facile à utiliser, qui est très polyvalent, mais qui quand même est un produit, comme on l'a vu, qui est très demandant au niveau de la production, puis qui est très en demande. Donc, c'est bien d'avoir des alternatives de temps en temps. Puis pour satisfaire cette envie-là de thé vert, bien, pourquoi ne pas aller justement vers d'autres spécialités? En plus des sites que j'ai déjà nommés, qui pour la plupart vont avoir des thés d'ombrage, on va retrouver également une excellente variété de thé d'ombrage, probablement la meilleure variété de thé japonais sur le site Thé du Japon. Chez Thé du Japon, les thés sont classés en fonction de la transformation. Vous pouvez également chercher par cultivar, donc par variété de théier. Peut-être que votre matcha préféré est fait à partir, par exemple, du cultivar Goko. Bien, si vous cherchez sur son site, vous allez peut-être trouver autre chose qui est fait avec le même cultivar. Donc voilà, c'était un peu mes suggestions. Si vous aimez le matcha et que vous avez envie de découvrir autre chose, considérant qu'il y a en ce moment une pénurie de matcha, bien, ça peut être intéressant d'aller un petit peu sortir de votre zone de confort, d'essayer d'autres thés en poudre, que ce soit pour les lattés ou pour la cuisine, de découvrir autre chose dans vos thés lattés, ou encore d'explorer la grande variété des thés verts japonais pour découvrir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces précieux breuvages verts. J'espère que ça va vous avoir inspiré à découvrir autre chose. Et d'ici là, je vous dis à bientôt!